Nicolas Dott. Bienvenue au podcast. Oui, merci Anthony. Merci de l'invitation. Of course. Bon, j'explique toujours aux gens qui écoutent le podcast pourquoi on est qui, t'es qui, tout ça. Tu m'as contacté sur LinkedIn, je te connaissais pas. Tu m'as dit, écoute, je passe à Montréal, le timing est bon. J'ai dit, parfait. Bon, évidemment, Too Good To Go, tu travailles pour l'entreprise. On parlait plus de ton application tantôt. Ouais. Mais j'ai dit, OK, et selon là, on va faire le podcast, on va apprendre à se connaître, on va mettre l'entreprise de l'avant, évidemment ton parcours. Je trouve que, tu sais, tantôt dans le podcast, faire un lien avec le dernier podcast qu'on a fait, on parlait justement de essayez-vous, approchez les gens. Tu sais, les gens ont peur de déranger, on dirait. Au pire, tu vas te faire dire non, tu vas te faire laguer un vu, mais dans le mieux, ça se peut qu'ils te répondent, puis justement, bon, on t'offre une opportunité de rencontrer un café ou un chat ou whatever, tu sais. Fait que j'aimais ton approche franche, qui était le fun, sans rien vendre, whatever. C'était plaisant, puis j'ai dit, OK, let's go, on fait l'entrevue, puis on est là aujourd'hui. T'as bien résumé. Bienvenue dans le studio, Nicolas, c'est super cool de te recevoir. Tu nous as amené des produits de Tim Hortons, ouais, des petites gourmandises. Évidemment, je travaille pour Too Good To Go, on va déballer ça. C'est des invendus, des surplus de Too Good To Go. J'ai acheté ça $4,99 sur l'application, nice. Une valeur de $15. Très cool. Donc je vais ouvrir. Ça, je peux donner ton micro. Ouais. Ça sera plus simple. J'aurais dû anticiper le scotch. That's fine, c'est pas grave. Ça, c'est des très beaux produits, là. Donc là, j'ai acheté ça, $4,99. Ouais, pardon. Ah, c'est correct. Hop là. Et donc, vous voyez, il y a quoi 3-4 Timbits, 2-3 beignes, un croissant et un cookie cassé. D'ailleurs, c'était intéressant puisque la vendeuse m'a dit « Ah, je suis désolé, j'ai mis un cookie cassé dans le panier. » Et moi, je lui ai répondu « Mais c'est le principe de Too Good To Go. C'est que c'est des produits qui sont soit passés un jour, qui sont un peu moins frais, soit des produits qui peuvent être amochés et qui ne sont pas forcément vendables tels quels. » Ouais, indésirables, mais dans le sens ils sont autant bons, là, on s'entend aussi bons. Là. Donc en tout cas, je laisse là si jamais tu veux certainement, croquer un Timbits. Je pense que je vais regarder ma ligne aujourd'hui. Okay. Non, c'est une blague. Cool. En tout cas. Excellent. Non, c'est super cool. Merci d'avoir présenté ça. Parlons un petit peu plus de ton poste chez Too Good To Go. Après, on va aller tomber dans ton parcours professionnel. Mais ouais, ton implication dans l'entreprise finalement. Ouais, attends, excuse-moi, juste. Non, c'est correct. Voilà. On va le mettre en métier. Ouais. Mais écoute, moi, ça fait 4 ans presque que je travaille à Too Good To Go. Ça fait longtemps. Les expériences que j'avais avant, en général, se limitaient à 2-3 ans. Donc là, c'est vraiment un beau ride, je te dirais. Et ce qui m'a amené là-bas, c'est vraiment la volonté de m'impliquer sur un enjeu, de m'impliquer dans une entreprise à mission. D'avoir une quête de sens. Je pense qu'on est une génération qui est vraiment à la recherche de sens. Et Too Good To Go, ça a apporté justement cette idée qui a pris de l'ampleur en Europe. Donc voilà, une idée déjà testée, qui avait vraiment fait ses preuves en Europe. Et l'amener au Canada, c'était vraiment quelque chose qui était très emballant. Donc j'ai rejoint l'entreprise vraiment quelques mois après le lancement initial au Canada. Donc on a tout construit. Et ça a été vraiment, ça l'est encore, une joie de contribuer à cet impact-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait à travers l'application Too Good To Go? Alors nous, on a une entreprise d'impact social, certifiée B Corp, qui est derrière l'application anti-gaspillage, qui a été donc fondée en 2016. Et originellement, pourquoi ça a été fondé, Anthony? C'est parce que y a certains entrepreneurs en Europe, au Danemark, en France, qui étaient abasourdis par les quantités de nourriture qui étaient jetées dans les buffets, notamment dans les restaurants à buffet à Copenhague, et qui disaient comment on peut, avec une manière simple, intuitive, permettre à ces commerçants de s'assurer que cette nourriture qui a une durée de vie un peu courte, qui est imprévisible en termes de gestion d'inventaire, s'assurer que cette nourriture-là, elle soit consommée et pas jetée. Et donc, comment on va essayer d'avoir un outil technologique qui va permettre de faire le lien entre un consommateur qui a envie d'avoir accès à la nourriture à prix réduit, d'agir aussi pour l'enjeu environnemental du gaspillage alimentaire, et aussi aider ces commerçants-là à ne pas avoir des pertes sur la nourriture qu'ils ont produite et qui serait une perte sèche autrement. Donc de cette idée-là est venue l'application anti-gaspillage Too Good To Go qui a été lancée en 2016. Et depuis, elle s'est étendue dans 21 pays à travers le monde et au Canada depuis 4 ans et demi. J'adore. Évidemment, les gens, il ne faut pas confondre Nicolas comme les fondateurs de l'entreprise. Non. Mais ce que je t'ai dit dès le début, c'est que je trouve que c'est pertinent de parler de l'esprit intrapreneurial. Parce qu'il n'y a pas un chemin, tu dis, le monde des affaires m'intéresse. Est-ce que le seul chemin que je dois prendre, c'est se lancer en affaires? Pas nécessairement. Tu peux t'impliquer dans une entreprise. On est en quête de sens. Tu as quel âge, Nicolas? J'ai 32 ans. OK. Donc, tu es millénial, Gen Z, on est en quête de sens. Dans le sens, on veut être dans une entreprise
puis tant mieux si c'est longtemps ou pas, mais que la mission de la Corp, ça suit l'impact qu'on va avoir sur notre société, sur les amis, notre famille, sur pourquoi on travaille finalement. Pourquoi on travaille pour, oui, arriver à nos fins, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'impact après de l'entreprise. Donc, ça, c'est hyper important. Puis évidemment, probablement que tu as une motivation interne de développer des choses avec l'entreprise. Puis c'est motivant de pousser cette mission-là à travers le Canada aussi. C'est hyper inspirant. Ouais. Nous, je suis arrivé, on était seulement présents à Toronto et Vancouver. Et Montréal, mais apporter la solution, la déployer à travers le Québec, à travers toutes les provinces canadiennes, d'un océan à l'autre, et de voir la réaction aussi des consommateurs qui sont hyper emballés par l'idée, par le principe, sauver de la nourriture au moins à la moitié du prix. Et éviter que cette nourriture-là à la poubelle, il y a tellement d'incitatifs. Et surtout, le gaspillage alimentaire, je pense, parmi tous les enjeux environnementaux, c'est probablement le plus stupide. Si on réfléchit un seul instant, c'est 46,5%, Anthony, de la nourriture produite au Canada. La moitié. Qui est gaspillée. Et sur ce gaspillage-là, il y a 41% qui est évitable. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer cette nourriture. Et ça advient vraiment tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc je pense que c'est vraiment essayer, et nous à Too Good To Go, on essaie vraiment d'avoir une démarche positive parce que quand on parle de changement de comportement lié à l'environnement, je sais pas toi Anthony, mais souvent c'est associé à c'est une contrainte, je vais faire ça pour quelqu'un d'autre. J'en parlais avec Grégory, c'est exactement ça. Je vais pas m'y retrouver. Alors qu'en fait la majorité des enjeux environnementaux, quand on y réfléchit 2 secondes, il y a plein d'avantages. On est gagnant sur toute la ligne. C'est pas une dépense ou une obligation à faire sociétale, mais oui, ça peut être une opportunité pour les commerçants de réutiliser, donc économiquement, leurs produits qui sont perdus. Mais on pense que c'est perdu, mais c'est littéralement pas... c'est de jeter des produits qui sont encore très bons, consommables, puis justement à un prix réduit. Ouais. Donc, c'est gagnant des 2 bords, là. Totalement. Je fais un lien avec une entreprise que j'ai interviewée, justement, un entrepreneur général. Qui fait de la rénovation. Puis justement, lui, il a appliqué une technique d'avoir différents containers. Et donc, de trier les matériaux, que ce soit un morceau de gyps qui est encore bon à utiliser ou un 2x4, whatever, de réutiliser, puis de trier ça et de le réutiliser dans d'autres rénovations, dans d'autres constructions. Parce que ce qui arrive dans cette industrie-là, c'est qu'ils mettent tout dans le container puis ils jettent ça. Et il y a des grosses pertes, encore une fois. Et il y a de l'argent à faire avec ça. Donc, tu sais, ça, c'est une autre industrie, mais il faut penser au modèle d'affaires aussi, tu sais, puis réutiliser ces produits-là. C'est un modèle d'affaires qui est totalement pertinent pour les commerçants. Et au contraire, ça ne fait aucun sens de jeter des produits qui ont été préparés avec amour. Donc c'est tout le travail aussi qu'on va jeter, qu'on va sacrifier. Donc dans un contexte aussi d'inflation qui est pesant pour les ménages, mais aussi pour les commerçants, sauver la nourriture sur l'application, c'est... Puis tu sais, je veux dire, on parle d'inflation, mais c'est ça, puis on parle d'inflation, je veux dire, ce qui ressort tout le temps, c'est les coûts de l'épicerie. Le coût de l'épicerie, le consommable est tellement plus dispendieux que les dernières années, donc est-ce qu'on peut trouver des alternatives? Ben oui, des paniers comme ça. En ce moment, avec l'application, quel genre de commerce qu'on peut aller justement chercher ces produits? Il y a une très grande variété de commerces sur l'application. Nous, à Too Good To Go, on est conscient que le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu qui nous concerne toutes et tous, de la fourche à la fourchette. Et quand on parle du gaspillage au niveau des commerçants de détail, hôtels, restaurants, institutions, toute cette phase-là de la chaîne, tout type de commerce alimentaire va avoir des surplus des invendus, malheureusement. Et donc, du coup, on cherche vraiment à s'associer avec tout type de commerce qui fait face à des invendus qui pourraient passer à la poubelle. Donc pour donner des exemples, évidemment, on est très heureux et très fiers d'avoir pu nouer des partenariats à grande échelle nationale, comme avec Tim Hortons notamment, aussi avec les épiceries Métro, les épiceries Super C, avec des dépanneurs aussi, comme les dépanneurs 7-Eleven ou les dépanneurs Couche-Tard. Donc ces grands partenariats-là permettent évidemment d'avoir un impact tangible et croissant. Mais on a aussi une très très grande variété de commerces locaux qui ont pignon sur rue à Montréal, à Québec, partout au Québec et partout au pays. Je pense à des exemples comme l'Amour du Pain à Montréal, Viva Panettone, la Maison Smith à Québec, pour citer que ceux-là dans le secteur des boulangeries, parce qu'il y a beaucoup de boulangeries participantes au Québec. Donc il y a des hôtels aussi, comme l'hôtel Fairmont à Montréal. Donc une très 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 grande variété de commerces. À travers l'application aussi, par exemple, on va le visualiser. Je commande un beigne au chocolat chez Tim Hortons. Comment fonctionne justement le processus de commande avec les heures d'ouverture, qui s'occupe de ça, etc. Donc le processus opérationnel finalement. Alors déjà, c'est pas une beigne que tu vas commander. Tu vas commander un panier surprise. Ça, c'est le principe même de Too Good To Go. Donc je disais,
on s'associe avec tout type de commerce, et deux, le concept de Too Good To Go, c'est le concept de panier surprise. Mmh. Pourquoi ? Parce que ça se cale à la réalité imprévisible du gaspillage. Un commerce alimentaire en début de journée ne sait pas anticiper s'il va lui rester plus de Timbits ou de cookies. Mais oui, il n'y a pas de planification Exactement. dans ce sens-là. Et surtout, d'un point de vue opérationnel, comme tu l'évoquais, ça permet le panier surprise de ne pas avoir de référencement produit à faire sur l'application. Donc simplement, pour par exemple un commerce local, une fois que l'application est intégrée dans leur système, il suffit de mettre en vente des paniers surprises sur l'application, au moins à la moitié du prix. Donc, à mesure que la journée avance et qu'on a une estimation des invendus qu'il y a cette journée même, on peut mettre en vente 1, 2, 3 paniers surprises. Et en tant qu'utilisateur, sur l'application, tu vas voir ces paniers surprises apparaître. Donc, tu vas pouvoir les réserver en un seul clic et après te présenter dans le commerce à l'heure de collecte définie par le commerçant. Ok, je comprends. Donc ça va vraiment s'ajuster au rythme de chacun des commerces. Dans le cadre de boulangerie, ça peut être des collectes en début de matinée pour des produits de la veille. Ça va vraiment être très très simple, très très flexible. J'adore. Et c'est ça qui a tendance à démocratiser l'usage, puisque ça se cale vraiment à la réalité opérationnelle de chacun des commerces. Donc il y a une boîte réservée là, dans le sens quand on commande, et c'est pas premier arrivé, premier servi. Non. C'est vraiment préparé à la fermeture. C'est ça. À la fermeture ou alors à l'ouverture le lendemain. C'est vraiment, ça dépend des préférences de chacun et chacune des commerces. Excellent. C'est quoi les règlements? Il doit y avoir des règles d'hygiène, justement des réglementations au niveau du waste, la perte de nourriture, que ça soit encore consommable. C'est quoi les délais à respecter? Ça va dépendre de la nourriture? Ça va dépendre comment fonctionne tout ça? Ça dépend de la typologie de nourriture. Dans le cadre de produits étiquetés, je te dirais que ça va souvent être des produits qui sont leur date meilleure avant, peut-être passés d'1 ou 2 jours. Mais un produit dont la date meilleure avant est dépassée, ça ne veut pas dire que c'est mauvais après. C'est vrai. C'est un indicateur de qualité optimale, pas de sécurité. Donc ça, on fait aussi beaucoup de pédagogie pour... c'est très psychologique, hein? Parce pour que rappeler ça. Ah, oui. Ton yogourt qui passe, ça fait 2 jours qu'il est passé date, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Là. Ou d'autres produits, en fait. Totalement, et on peut se fier à nos sens, le cas échéant, pour juger de la comestibilité de l'aliment. Le pain, souvent, on dit, ma blonde a dit, là, il est plus bon, ça fait une semaine. Ouais, mais... il goûte bon, là. Puis il est pas bleu, là. C'est correct, là. Écoute, je fais l'expérience souvent. Là, ce matin, écoute, j'étais à Sherbrooke hier et j'avais acheté un cookie qui était en 30% de rabais. Donc je me suis dit, bon, forcément, ça doit être un produit qui est passé date. Ouais. Je l'ai acheté parce que voilà, j'avais pas trop peur. Et ce matin, je me dis, bon, je vais manger ce cookie et je regarde la date, 12 février. On est 4 mars. Je me dis, ah oui, il y a quelques jours. Je suis là maintenant. T'étais pas aux toilettes? Ah non, ben voilà. Tout va bien. C'est ça, faut pas... On est tellement restreint par ces dates-là, ces dates limites-là, que tu dis... Tu sais, je comprends que légalement, c'est plus facile, puis d'avoir justement des dates précises, d'être safe, mais en réalité... Right? C'est de la nourriture qui est encore 100% consommable. Totalement. Et dans le cas, tu parlais aussi pour revenir sur ta question, dans le cadre de restaurants, par exemple, ça peut être aussi des erreurs de commande. J'ai échangé quand on a lancé l'application à Trois-Rivières avec notamment les rôtisseries Ticoc qui sont sur l'application. Et ils me partageaient une fois qu'il y avait une commande qui avait été faite par erreur, où il avait dit 12 ailes de poulet, et en fait c'était 12 box d'ailes de poulet. Donc évidemment, ils en avaient beaucoup qui, une fois qu'ils les avaient lancées, elles seraient parties à la poubelle. Typiquement, ce genre de produits-là peuvent être récupérés sur Too Good To Go. Faites-vous ça vient de popper, mais faites-vous des collaborations avec des OBNL, justement des organismes qui aident en relation avec l'itinérance? Alors, ça fait un lien, par exemple. C'est une très bonne question. Nous, à Too Good To Go, on est concentré sur l'enjeu du gaspillage alimentaire. L'insécurité alimentaire est malheureusement en forte croissance et particulièrement ces derniers mois et ces dernières années. C'est un enjeu parallèle et nous, à Too Good To Go, notre cœur de mission, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Après, ceci dit, on est vraiment totalement ouvert à des collaborations qui peuvent être faites avec différents acteurs. On agit beaucoup sur la sphère de sensibilisation pour changer les habitudes de consommation. Mais c'est vraiment autour du gaspillage alimentaire, puisque pour te donner un ordre de grandeur, et je pense que c'est vraiment important pour mettre ce phénomène en perspective, parce que c'est vraiment un enjeu de société, le gaspillage alimentaire. Je disais 46,5% de la nourriture produite au Canada est gaspillée. À Too Good To Go, via l'application, dans les 21 pays dans lesquels Too Good To Go existe, puisque ça existe en Europe aussi, et puisque ça a été fondé en Europe en 2016 et en Asie, on s'est lancé au Japon il y a quelques semaines. Il y a 4 paniers surprises, comme celui que je viens de te montrer, qui sont sauvés chaque seconde. Dans le même temps, il y en a 80 000 qui passent à la poubelle. Pas de panier surprise, mais 80 000 en termes de portions de repas. Donc ça te montre l'échelle à laquelle on fait face. Nous vraiment, on se concentre sur des petites quantités d'invendus qui arrivent à la fin de la journée, et c'est ça
notre cœur de métier. C'est tellement une belle mission, mais j'imagine que ça doit être, tu sais, il doit y avoir des commerces, des restaurants qui sont peut-être réticents à appliquer un service du genre. Peut-être qu'ils ne comprennent pas justement l'utilité ou ils ne sont pas motivés par la mission, ça peut arriver, là, ou ils pensent qu'il y a un coût monétaire, whatever. Tu sais, de faire une connexion, une collaboration avec un commerce, comment fonctionne justement cette relation-là? C'est une relation qui est vraiment dans l'adaptabilité et la flexibilité. On est vraiment, on fait du sur-mesure. Okay. On a des équipes basées à Toronto, Montréal et Vancouver et qui, évidemment, chaque semaine sont à l'écoute des commerçants qui veulent se joindre et qui, évidemment, aussi en démarche, vraiment au quotidien. Et à chaque fois, c'est vraiment essayer de comprendre l'opérationnel. Ouais. Évidemment, si un modèle est déjà en place et si un commerce n'a pas de perte ou alors a déjà des ententes avec des donations qui sont faites aux banques alimentaires, par exemple, parce que les tonnages sont assez importants et qu'il y a cette possibilité-là, alors évidemment, on ne va pas rentrer en partenariat. Nous c'est vraiment d'avoir une approche complémentaire et se concentrer sur un type de produit qui autrement aurait eu un destin funeste. Ouais, non, ben, c'est curieux. Puis je me demande aussi, Toronto, Montréal, d'autres villes puis provinces principales, j'imagine, au Canada. Parle-moi un petit peu de ton mode de vie. Je veux dire, tu te promènes, tu es venu à Montréal pendant quelques jours, tu reviens à Toronto. Comment fonctionne justement tes semaines de travail? Je suis curieux au niveau personnel. Au niveau personnel, alors je suis souvent au bureau évidemment à Toronto, on a des bureaux en plein centre, nice. Mais c'est sûr que ma casquette RP francophone, anglophone me donne le privilège et évidemment le devoir de m'adresser à l'entièreté du Canada et surtout évidemment m'adresser spécifiquement aux Québécois et aux francophones du Canada. Donc c'est pour ça que je suis souvent de passage au Québec, environ une fois tous les 2-3 mois. Pour avoir des discussions, des échanges avec les commerces qui sont sur l'application, avoir des échanges avec les journalistes, les médias locaux et aussi avec différents organismes pour pouvoir pousser cette mission-là le plus possible. Peux-tu me parler un petit peu d'un portrait de vous êtes établi où exactement au Canada? Alors, la majorité des équipes sont à Toronto. On a environ 50 employés au Canada et la majorité à Toronto. On a quelques employés aussi à Montréal et à Vancouver. OK. Est-ce que tu vois un enjeu justement de développer, là, on parle je sais pas, de l'Alberta, Manitoba, Saskatchewan, est-ce que ce genre de province-là est intéressant à développer? C'est quoi la mission un peu de Too Good To Go? Elles sont développées, donc vraiment là, actuellement on s'est lancé dans toutes les grandes villes canadiennes et il y a des options pour les Canadiens encore une fois de Victoria à St. John's. C'est sûr que ça fait partie d'un des défis qu'on a rencontrés en Amérique du Nord par rapport à l'Europe où évidemment on est sur des très très longues distances en termes de densité parfois c'est un peu moins dense que des régions comme la région parisienne par exemple d'où je viens originellement extrêmement beaucoup de gens dans un plus petit périmètre. C'est ça, donc du coup ça pose un défi de évidemment réussir à toujours avoir un bon équilibre je dirais entre l'engouement qu'on a d'un point de vue des consommateurs, la volonté de sauver des paniers surprises et d'avoir assez de commerçants aussi qui sont là et qui embarquent. Il y a quand même une question de contrôle qualité. Comment on s'assure justement que les produits sont sains encore aux consommateurs? Alors, c'est d'être vraiment en contact, comme j'ai évoqué tantôt, constant avec les commerçants et les consommateurs. Parce que ça en prend deux. Nous, on met en relation. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà un élément sur l'application. On peut noter chaque panier surprise. Donc c'est sûr qu'on est capable aussi évidemment d'alerter un commerçant quand une note est particulièrement basse, si on a des retours des consommateurs aussi de les faire remonter pour s'assurer qu'évidemment l'expérience soit la meilleure possible. C'est important. Et que tout le monde s'y retrouve. C'est important parce qu'évidemment Too Good To Go s'associe avec tel commerçant, donc on veut que la marque rayonne. Non, 100%. Puis c'est d'avoir une rigueur justement dans ce suivi-là. Donc, avec l'application, ça permet d'avoir aussi des données de la rétroaction du consommateur. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup de travail. Moi, c'est pas mon métier personnellement. On a des équipes qui sont vraiment qui travaillent d'arrache-pied là-dessus. Mais c'est 18 000 commerçants qui ont sauvé au moins un panier surprise sur l'application depuis qu'on s'est lancé en 2021. Donc, ça fait beaucoup de contacts à avoir pour s'assurer qu'évidemment l'expérience est la meilleure possible. Nicolas, évidemment, dans le podcast, je mets de l'avant le côté entrepreneurial, intrapreneurial pour ton cas.
Je me demande, tes ambitions de carrière, de grandir dans l'entreprise, où est-ce que tu te vois, c'est une question que je pose plus à la fin du podcast, mais quand même pertinent de la poser, où est-ce que tu te vois dans les prochaines années à travers l'entreprise? Des projets peut-être que tu veux développer, grandir l'équipe, t'associer avec d'autres personnes? C'est quoi un peu ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu es rendu là dans ton processus? Ouais, ma vision, c'est vraiment de démocratiser l'enjeu du gaspillage alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, et du coup de continuer à en faire davantage sur le volet sensibilisation. Moi, à Too Good To Go, j'y travaille depuis 4 ans, mais j'ai vraiment tout un bagage dans le monde des médias. Ça a été ma première expérience en dehors du monde des médias. J'ai travaillé à Radio-Canada, j'ai travaillé à l'RTBF en Belgique, et puis chez M6 et RTL à Paris. Donc vraiment tout un background dans le monde des médias. Et Too Good To Go m'a ouvert les yeux sur un autre type d'entreprise. Et encore une fois, ça ne vient pas teinter quoi que ce soit sur mes expériences dans les groupes médiatiques. Au contraire, c'est vraiment mon rôle de relationniste, relations publiques et gestionnaire des communications à Too Good To Go. C'est vraiment de vulgariser l'enjeu du gaspillage alimentaire, de le rendre concret, de le rendre tangible pour tout un chacun. Et encore une fois, quand on regarde la vision, la boussole qu'on a à Too Good To Go, c'est de mettre un terme au gaspillage alimentaire. Certains pourront peut-être nous taxer d'utopistes, mais moi je pense vraiment que si on s'y met toutes et tous collectivement, il y a moyen de faire un changement. Ça devient utopique jusqu'à temps qu'on s'y rend. Exactement. Donc c'est en faire davantage. C'est compliqué de te dire où je me vois dans 10 ans, mais je me vois dans... Mais je vois un peu. Tu vois. 100%, puis j'adore ça parce que je sens ta franchise aussi. C'est pas un speech ou un pitch, c'est vraiment ce que tu sens réellement. Tantôt, tu viens de sortir des statistiques, justement. C'est un sujet intéressant à parler. Les opportunités des commerçants au niveau des ventes. Veux-tu en parler un petit peu plus au Québec? Oui, au Québec. Donc, il y a plus de 4000 commerces qui ont sauvé en moins un panier sur l'application depuis qu'on s'est lancé initialement à Montréal en octobre 2021. Et à date, c'est 14 millions de dollars de revenus additionnels qui ont pu être réalisés par ces commerçants en sauvant leurs invendus, leur surplus de la poubelle. Donc, ça aurait été des pertes sèches. Et au contraire, ça leur a permis de générer des revenus. Donc c'est évidemment un des incitatifs qui motive des commerçants à rejoindre le mouvement. Comment fonctionne? Est-ce qu'il y a un minimum justement dans le sens, c'est quoi la régularité d'un commerçant qui doit offrir ces paniers-là? C'est vraiment en fonction des invendus, en fonction des surplus, donc ça se cale vraiment à leur réalité. Parce que comme on l'a dit tantôt, c'est pas planifié, c'est un peu opportuniste à la fin. Pas du tout, et pour le coup, il y a les paniers surprises sur l'application en général sont entre 3,99$ et 9,99$ pour au moins la moitié du prix. Donc c'est en fonction des préférences de chacun des commerces pour déterminer quel est le prix qui fait le plus sens. Question, probablement que les auditeurs qui écoutent le podcast se demandent comment fonctionne Too Good To Go dans le sens de la rémunération. Est-ce que c'est un pourcentage des ventes? C'est un prix fixe? Comment fonctionne? On a une commission qui est prise sur chaque transaction. Parfait. Tout à fait. C'est ça, et qui permet évidemment d'accroître le mouvement. On est une entreprise, mais moi je ramène tout ça à chaque fois, et c'est ce qui était un moment presque de révélation quand j'ai commencé à Too Good To Go, c'est de me rendre compte que en fait, notre mesure d'impact social, environnemental, est aussi notre indicateur de performance. Chaque matin, moi, ce que je fais, Anthony, c'est qu'on a des outils évidemment internes qui nous donnent le nombre de paniers surprises, de repas, puisqu'on fait évidemment, on simplifie parce que c'est l'équivalent d'une portion repas, le nombre de repas sauvés la veille. Et donc évidemment, ça c'est à la fois notre indicateur de performance qui nous permet d'amener l'initiative dans d'autres pays, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aussi d'investir dans des initiatives de sensibilisation, dans des études, dans des recherches universitaires. Mais oui. Et c'est aussi du coup un impact tangible sur l'enjeu du gaspillage alimentaire. 100%, mais je veux dire, on vit dans un monde aussi capitaliste, mais les revenus sont utilisés pour investir dans cette mission-là, pour accroître cet impact-là social. Moi, je suis particulièrement séduit et convaincu qu'il y a de la place pour des entreprises qui ont à cœur la planète, qui ont à cœur la société, qui ont à cœur de changer les choses. C'est ça qui m'a motivé à rejoindre Too Good To Go et qui fait qu'il y a tellement encore à faire. C'est parce que c'est une mission, c'est une entreprise évidemment qui est rentable, mais la mission environnementale n'est pas obligée d'être
y a un terme pour ça, là, mais de voir ça comme pas de fonds, pas d'argent, c'est difficile, c'est le fameux grano, style mode de vie. Non, ça peut être littéralement rentable comme modèle d'entreprise. Donc, tu sais, c'est de voir ça. Puis évidemment, ben là, on vient chercher tout l'esprit entrepreneurial, commerçant qui fait du sens avec ça. Petite bulle qui vient de me passer. Est-ce que tu as eu la chance de parler avec Fauve Doucet? Non. Du Partage Club. Non. Incroyable personne. Ah oui, le Partage Club, évidemment, je connais, évidemment. Okay, c'est ça, je me disais, l'entreprise, c'est tellement un beau concept. Mais figure-toi que c'est très intéressant parce que justement, la cofondatrice de Too Good To Go, qui est française, qui s'appelle Lucie Bage, qui a été aussi une énorme source d'inspiration pour moi quand j'ai commencé à Too Good To Go Canada et qu'il est encore un modèle d'entrepreneuriat pour le coup, a lancé une entreprise qui s'appelle Poppins en France. Et qui est justement sur le partage d'objets. Donc un concept relativement similaire à Partage Club. Donc c'est intéressant que tu me parles de ça. Ben oui, mais j'ai dit, tu sais, justement, tu t'en profites pour faire des rencontres, c'est des gens incroyables. Fauve, elle a une vision exponentielle avec le Partage Club. À travers les années, je vois le projet développer. Mais essentiellement, pour les gens, c'est sûr que c'est plus établi à Montréal, en banlieue. Puis là, je pense qu'ils essaient d'aller un petit peu plus en banlieue. Parce que c'est créer un mouvement aussi, tu sais, c'est créer une habitude du genre... on est voisins, est-ce qu'on a besoin chacun d'une tondeuse? T'sais? Est-ce qu'on a besoin chacun des skis? Un appareil raclette. Moi, je suis fan de raclette. De raclette, et voilà. Un gaufrier. Ouais, pour rester dans l'univers de la bouffe. Non, mais oui, c'est ça. Name it, n'importe quoi. Fait que, on fait un lien avec des commerçants, 2 restaurants qui offrent un peu sensiblement la même recette. Partagez-vous peut-être un équipement. S'il y a un événement, un pop-up, OK, parfait, une collaboration. Tu sais, il faut arrêter. Je pense qu'on a tellement travaillé dans un monde qui est compétitif de dire non, c'est à moi, ça, c'est à moi, c'est mes parts, c'est à moi, c'est mes clients. Non, commençons peut-être à travailler, à collaborer. Je suis 100% d'accord avec toi, Anthony. Je trouve qu'on est dans un monde qui a tendance à pointer du doigt et à cloisonner. Beaucoup. Beaucoup trop. Je te parlais tout à l'heure des chiffres du gaspillage alimentaire, mais le fait de travailler au quotidien sur cet enjeu, ça te fait réaliser aussi qu'on a besoin de trouver une solution ensemble. Et ça sert à rien de blâmer qui que ce soit. Et il faut vraiment avoir une démarche collaborative. Nous, c'est pour ça qu'à Too Good To Go, tout acteur qui s'implique, toute entreprise qui s'implique sur l'enjeu du gaspillage alimentaire, on accueille ça avec vraiment bienveillance et confiance, parce que plus il y a d'acteurs, mieux c'est. Le seul concurrent vraiment réel de Too Good To Go, c'est la poubelle. C'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça. C'est bien visualisé, oui. Mais c'est vraiment ça. Exact. Et je pense que du coup, typiquement sur Partage Club, il y a tellement à y gagner. Je trouve que l'idée est géniale. Puis là, je parle plus en général, mais au Québec, on a besoin de projets innovants comme ça. Il y a tellement de choses qui se passent dans les démos, des mauvaises idées, des flops qui se sont passés, des pertes d'argent. Tu te dis, on a besoin des entreprises comme vous, comme Bello, comme d'autres entrepreneurs que j'ai passés au podcast pour aller chercher la fierté québécoise, canadienne aussi. C'est nos propres mains. On bâtit un impact. Puis on s'entraide. Je pense que on a besoin de ça, je pense. Tu as un autre mot aussi que tu as sorti, là, c'est la fierté. La fierté. Je pense que sur ces sujets-là aussi, moi, ce que je vois à l'œuvre, c'est qu'il y a de plus en plus de fierté à dire j'ai sauvé de la nourriture. Oui. Moi personnellement, je sais pas toi ton sentiment, mais quand il y a un ingrédient qui est passé là dans mon frigo et que j'hésite, etc., mais que je le consomme parce qu'il est encore parfaitement bon, j'ai vraiment une fierté intérieure. Et nous, à Too Good To Go, c'est ce qu'on promeut aussi. Quand tu sors un panier surprise, il y a un aspect presque galvanisant, je dirais. C'est un aspect personnel. Et donc, c'est comme le seconde main, notamment dans les vêtements aussi. Effet prix. Et je pense que là-dessus, il y a un changement de perception qui est vraiment très, très, très positif. Puis je pense que c'est très générationnel. Le timing est bon. Notre génération, on veut aller vers ça, plutôt que de se délaisser de la consommation, d'accumulation de biens inutiles. Je pense qu'on réalise que peu importe le nombre de biens que tu as, peu importe l'argent que tu as dans ton compte en banque, tu vas pas te sentir plus rempli nécessairement dans ton cœur versus prêter quelque chose à quelqu'un, aider quelqu'un, avoir un impact en partant une entreprise, par exemple. Partir des projets, travailler avec les gens. Ça, je pense que c'est ce qui fait pourquoi qu'on est humain, d'après moi. Là. Allons à la base. Là. C'est ça. Et la base, c'est la nourriture. Non, mais la base du corps, du métabolisme. Mais c'est ça, mais la nourriture, je trouve qu'on s'est aussi détaché de ce bien essentiel qu'est la nourriture. Il y a une sorte de respect qui a été rompu.
et vraiment de comprendre toute l'énergie qui a été mise dans la création de produits. Hier, j'étais encore à Sherbrooke et j'ai échangé avec la Shop Trader qui est un commerçant à Windsor, à une quinzaine de minutes de voiture de Sherbrooke, qui est sur l'application. Et elle me disait, mais une des raisons pour lesquelles j'utilise Too Good To Go, c'est que moi, je suis entrepreneur avec mon mari, on a lancé notre commerce. Je passe des heures à faire tous mes produits, mais moi, j'ai pas envie de jeter mes chocolatines, mes amandines, tout ce que j'ai fait avec passion. C'est quasiment une défaite. C'est un lien presque d'affection qui est fait avec cette nourriture. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un lien qui est tissé aussi. Et nous, à Too Good To Go, je trouve que quelque chose, moi, qui me rend aussi très fier, humblement, c'est de créer ce lien-là. Créer cette connexion dans un monde où on a tout à portée de main, où on commande tout chez nous, etc. Où il y a vraiment toute une épidémie de la solitude. Ah mon Dieu, oui. Moi personnellement, des fois j'utilise Too Good To Go pour donner un exemple, Anthony. Pour aller rencontrer les gens. J'ai une journée où je passe du très bon temps avec ma fille, mais j'ai envie de sortir. Tu vois, j'ai vraiment envie de sortir. Je regarde l'application, je vois qu'il y a un commerce qui met en vente quelque chose. Je connaissais pas le commerce. Je me dis je vais essayer. Et j'y vais et je rencontre quelqu'un qui me montre ses invendus, ses produits. Passionné par ses produits. Il y a quelque chose de personnel, une connexion. d'humain. Moi, je trouve on a besoin d'humain. Tellement, c'est une des raisons principales pourquoi je fais le podcast en présentiel. C'est cette connexion-là qu'on n'a pas nécessairement. Tu sais, évidemment, tout est plus facile à distance, mais quand c'est trop facile, ça paraît aussi dans le sens comme d'aller se ressourcer dans un commerce, par exemple. Je prends un exemple pour moi personnellement. J'utilisais beaucoup les services Uber Eats, mettons DoorDash. Évidemment, ça coûte de l'argent. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi j'ai un véhicule là, où je vais prendre le transport en commun, j'habite à Montréal, je vais marcher, là, le commerce est à côté. Là, puis c'est un peu niaiseux de dire ça, mais de rentrer dans le commerce, aller parler à la personne, dire quel produit tu me recommandes? C'est la première fois que je viens ici, j'aime bien les chocolatines, les croissants et tout ça. On a un nouveau produit, justement, ça pourrait t'intéresser. Puis là, tu sais, des fois, ils te donnent des freebies, des affaires de ça. Mais cette connexion-là, c'est banal. Puis même chose pour les environnements de travail, de venir au bureau, par exemple. Le mode hybride est très populaire à distance et tout ça. Mais la petite discussion au café, là, ça a l'air banal. Là. Mais des fois, ça change tout le mood de ta journée. En prenant le temps, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah, c'est cool, tu as vécu ça, c'est nice. Après, tu reviens travailler. Tu sais, cette connexion-là humaine-là qu'on a perdu un peu à travers la pandémie, on a besoin, c'est une quête de sens, encore une fois. C'est une quête de connexion qu'on cherche. Je pense que c'est une question de rencontre aussi. Tu parlais tantôt de la manière dont je t'avais sollicité. Moi, en tant que relationniste, je me pose souvent la question... est-ce que je vais contacter ce journaliste-là pour lui parler d'anti-gaspi? Est-ce que je vais le déranger, etc. Ah oui, ok. J'ai vraiment des fois ce questionnement-là, vraiment. Et vraiment, au fur et à mesure, je réussis à mettre ça de côté pour vraiment me lancer, avoir des conversations et surtout me mettre les choses en perspective. Moi, évidemment, je travaille à Too Good To Go, donc j'essaie de donner de la visibilité à la marque, à notre mission. Mais je suis un être humain. Peut-être dans 1 ou 2 ans, j'aurai d'autres horizons. Je suis français, ma femme est belge, peut-être qu'on va rentrer en Europe, on aura d'autres expériences. Le gaspillage alimentaire, il sera toujours là. Et surtout, je serai encore un être humain qui sera engagé sur ces missions-là. Donc, c'est vraiment essayer un petit peu de brasser la cage, d'échanger avec différentes perspectives. Et du coup, je vois vraiment ce métier-là comme un métier d'échange, un métier de rencontre, et pas juste un métier où j'essaie d'acquérir de la publicité ou de la visibilité pour ma marque. Non, c'est une question de rencontre. Donc je suis vraiment très très honoré et très, très heureux d'avoir cet échange-là aussi, Anthony, parce que ça permet vraiment de continuer à explorer et à rencontrer des parcours inspirants. Tu sais, puis je veux dire, évidemment, on parle beaucoup de Too Good To Go, mais l'essence même, c'est de parler avec l'humain aussi. L'humain, pourquoi on ferait confiance avec un branding? Tu sais, bâtir une réputation pour un branding, c'est quand même, c'est du long terme. C'est l'éducation qu'on fait à travers le podcast aujourd'hui, puis la notoriété. Après, faire un lien de confiance avec un visage, c'est beaucoup plus facile aussi, beaucoup plus rapide. Donc, tu sais, aujourd'hui, l'effort qu'on fait en ce moment, c'est de te faire connaître aussi niveau personnellement. Le personal branding rentre là-dedans. Je suis curieux, en dehors de la carrière, c'est qui, Nicolas? Grosse question, là. Grosse question. Non, mais homme de famille, je sais, c'est quoi un petit peu tes hommes? Homme de famille, je suis évidemment animé par mon rôle de père là, depuis un an, depuis 13 mois. C'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Cool. Donc là, je vais repartir pour un congé paternité de 4 mois et je suis très très impatient à l'idée de passer ces moments-là qui vont être plein de défis aussi, des défis différents, mais plein de défis en termes de gestion de fatigue et tout ça. Mais je suis quelqu'un vraiment qui est très très famille. En tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver. Et puis je suis quelqu'un de passionné par tous les sujets. En fait, souvent, je donne cette métaphore.
C'est une pièce de théâtre que j'avais vue à Paris qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle Novecento. Si tu as l'occasion de la voir, si ça passe à Montréal, ça vaut vraiment le coup. Et c'est l'histoire de cet homme qui grandit dans un bateau, qui naît dans un bateau et qui est un musicien. Donc qui passe toute sa enfance à jouer pour les passagers de ce bateau de croisière, qui devient adulte. Et puis quelqu'un lui dit, mais tu voudrais pas sortir, mettre le pied sur la terre ferme? Et il dit non, je vais continuer à jouer de la musique. Et il le relance, il dit mais pourquoi tu sors pas? Parce que si je sors, je vais voir l'infini du monde, tout ce que je pourrais découvrir, et j'aurais pas assez d'une vie pour tout découvrir. Et je trouve que cette pièce-là m'a marqué parce que ça résume vraiment, je pense, qui je suis au fond. Cette volonté de découvrir tout, d'être très curieux par rapport à plein d'enjeux. Et aussi d'avoir parfois, et c'est un peu négatif, d'avoir un peu cette sensation de ne pas en faire assez. Cette frustration de me dire j'avance pas assez vite. J'avance pas assez vite. Sur l'enjeu du gaspillage alimentaire. Voilà, comme on dit en anglais, on scratch the surface. On est on est au balbutiement. On essaie de faire notre part. On n'est pas une solution miracle. On en est bien conscient. Et sentir tout le potentiel, mais aussi toute la tâche qui est devant nous. C'est un peu vertigineux parfois. Et donc cette métaphore de ce pianiste qui ose pas, voilà, je pense que c'est un peu moi parfois vers quelle direction je vais pour avoir le plus d'impact. C'est une question qui me hante parfois. Qui te hante un peu. Mais je pense que ça, c'est peut-être un peu notre problème de génération, dans le sens de vouloir accomplir tout rapidement, Puis c'est difficile parce qu'on est dans un mode de vie avec nos cellulaires, avec nos carrières, que c'est tellement rapidement, efficacement que tu veux que tes résultats arrivent tout de suite. Puis après, c'est la patience, honnêtement. Puis on vit tout ça, mais c'est difficile. Quand tu le sais, en plus, quand ta flamme est remplie, puis tu sais où est-ce que tu vas être là, mais tu vas être là demain matin, incroyablement difficile de dire, hey, faut que je me couche le soir. Là. Comme là, je pourrais faire tellement de choses pour scaler ça, là, puis aider la musique, because I love it. Ça fait vraiment de sens. Est-ce que voyager fait partie justement de tes ambitions ou Oui, pourquoi pas. Projets, évidemment, je suis français à la base et je vis au Canada depuis 6 ans et fièrement devenu canadien il y a quelques mois. Hey, let's go! Je suis très très fier de faire partie de ce pays là. C'est une fierté personnelle. Donc c'est sûr que le voyage peut faire partie des options. Et le voyage aussi professionnel. Encore une fois, je travaille dans le secteur du gaspillage alimentaire et ça m'a ouvert les yeux sur l'ampleur de ce phénomène et de la contribution qu'on peut avoir aussi en tant qu'entreprise, en tant qu'individu. Mais je suis un passionné de cinéma, par exemple, je suis passionné de culture. Donc j'aimerais bien évoluer dans ce secteur-là aussi, donc je ne m'interdis rien. Et je suis impatient de voir ce que la vie me réserve dans les prochaines années, en parallèle de ma parentalité. Souvent, quand j'ai la chance d'interviewer justement des expatriés français, je me demande la phase d'intégration au Québec, là, précédemment au Canada, plus au Canada, est-ce qu'il y a eu un choc culturel quand même? T'sais, on reste quand même la même langue, mais il y a des différences juste au niveau entrepreneurial comme entreprise. Il y a des grosses différenciations avec les autres entrevues que j'ai faites avec d'autres Français, Françaises et Belges. Je me demande comment tu as été confronté justement à cette culture-là canadienne plutôt. Alors, j'ai étudié au Canada en fait il y a 15 ans. J'avais étudié à l'Université York à Toronto et c'est ça qui m'a donné le goût de revenir au Canada parce que je suis tout de suite tombé en amour avec ce pays et avec la ville de Toronto plus précisément. Bien sûr. Et pourquoi je suis tombé en amour, c'est la bienveillance des gens. Pas que les Français sont malveillants, hein. J'irai pas jusque-là. Mais j'ai pas envie de froisser ma famille. Mais on vous aime. On les aime. Mais il y a cette chaleur, cette bienveillance, cette absence de jugement aussi. Sur ce qu'on a fait avant, sur ce qui nous a amené là. Ce côté un peu décloisonné aussi. Moi, je suis hyper reconnaissant de mes gestionnaires qui m'ont recruté à Too Good To Go il y a 4 ans. La confiance qu'ils m'ont donnée. Alors que j'avais un background dans le monde des médias, donc c'était pas forcément évident que j'aille travailler dans la tech et la bouffe et me donner cette chance-là, ouvrir cet horizon. Je pense que le Canada on a un atout là-dessus. Pour résumer un peu cette mentalité-là qui est le fun, qui est canadienne, peut-être nord-américaine un peu plus, mais c'est mon père m'a toujours dit, essaie des choses, même si tu te plantes, tu vas te relever. Et non de dire fais attention, si tu plantes, c'est final. Non, c'est une continuité. Tu as besoin de cet échec-là pour grandir. Donc, je pense que la vision de l'échec est peut-être
mieux vu que, justement, peut-être la culture française. Oui. De la prise de risque, du moins. La prise de risque et je pense aussi à un environnement de confiance. Moi, ça m'a frappé à Too Good To Go quand j'ai rejoint l'entreprise. Le directeur national qui maintenant est rendu à Amsterdam, qui continue à travailler à Too Good To Go pour une autre partie du business. Quand j'avais eu un premier café avec lui quand j'avais commencé à Too Good To Go, je lui avais dit merci pour la confiance que vous me donnez. J'espère que je vais réussir à construire cette confiance-là. Et la réponse m'avait frappé. Il m'avait dit non mais en fait Nicolas, la confiance elle y est déjà. Elle est déjà à 100%. Ouais. Tu peux la perdre. Oui. Mais la confiance, tu l'as. Donc, tu commences déjà. Tu commences déjà avec un capital confiance. Et c'est vraiment une dynamique qui est pour moi fondamentale dans le succès. C'est vraiment une confiance qui est donnée. Ouais. Et pas une confiance qui doit être acquise. Oui. Je pense qu'il y a un aspect fondamental et qui, pour moi, là, culturellement, de par mes expériences en France, j'ai plus senti l'inverse parfois en France où il y a toujours ce besoin de prouver. Et d'arriver à 100% dans cette confiance qui peut du coup parfois pas forcément correspondre à certaines personnalités. T'as raison. On donne la chance aux coureurs dans le fond. Ouais. Après, à toi de me prouver si tu es capable de faire mieux ou si tu es capable de faire moins, ben là, il y aura une discussion. Mais oui, moi je trouve que c'est beau, c'est pas utopique, là, mais c'est positif. C'est plutôt que de rester dans... on regarde ton parcours, puis de plus en plus, les employeurs, je trouve, on regarde le background, les expériences universitaires, académiques et tout ça, mais beaucoup plus tes soft skills qu'on parle. Oui. Donc, tu sais, tes compétences pour communication, ton entre-gens. Tes compétences humaines. Et voilà. En tant qu'être humain. Parce que je trouve que les soft skills vont prévaloir sur les hard skills. Donc, tout ce qui est technique, oui, c'est nécessaire, mais on a tellement de logiciels d'outils aujourd'hui que... on a besoin d'un petit peu plus la touche humaine, personnalisation. Donc, tu sais, un jeune qui nous écoute, justement, qui a peut-être de la difficulté, puis on en parle, tu sais, qui sort de l'université, qui a de la misère de chercher un emploi, essayer de développer ce côté humain-là davantage, puis de sortir un peu think outside of the box. C'est fondamental et je pense que sur le long terme, on est forcément gagnant. Peut-être qu'on va pas voir les retours directement de cet investissement-là. Oui. L'investissement humain est toujours payant. C'est le meilleur. C'est le meilleur investissement que tu peux faire sur toi-même. Ouais. As-tu fait justement, c'est une bonne question que je pourrais te poser, as-tu fait de l'investissement sur toi-même? Souvent, on parle du développement personnel ou autre chose. As-tu suis ce genre de formation-là, des expériences qui t'ont amené vers ça? Pour te développer comme personne, en fait, là, comme humain? Oui, évidemment, c'est aussi en discutant, en rencontrant des gens que je fais ce travail-là. Dialoguer sur mon parcours. Donc évidemment, c'est quelque chose que j'ai à cœur de toujours avoir en tête. Ouais. Ouais, j'aime ça. On va faire du coq à l'âne pour Too Good To Go. C'est quoi un petit peu l'enjeu en 2026 pour le développement d'entreprise? Qu'est-ce que tu vois à travers tes yeux dans ton poste qui dit il y a peut-être des challenges pour nous en ce moment qu'on aimerait passer à travers finalement? Écoute, on est plus le nouveau around the block, comme on dit en anglais. Donc c'est sûr que voilà, on a passé cette phase de lancement dans chacune des grandes villes canadiennes, cette phase de découverte. Donc là, on est dans une phase un petit peu entre deux où on doit continuer à construire notre notoriété, mais on doit aussi continuer à engager nos utilisateurs, éventuellement aussi apporter la mission à d'autres niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on est un peu à une sorte de carrefour, je te dirais. Okay. Donc, c'est sûr que ça demande beaucoup de rigueur au quotidien pour continuer à avoir cette boussole en tête, de continuer à sauver davantage de repas, avoir davantage de commerce impliqué, tout en gardant aussi cette idée qu'on sera introduit toujours, notre mission doit toujours être réintroduite. Moi, ce qui me frappe aussi, et quand on regarde le marché français, par exemple, à Too Good To Go, c'est le marché dans lequel le plus de repas ont été sauvés. Même presque 10 ans après, il y a encore besoin d'expliquer c'est quoi Too Good To Go, c'est quoi notre mission. Oui. Donc, il faut pas non plus penser que tout le monde nous connaît, puisqu'on est, on a environ 5 millions d'utilisateurs au Canada, donc on est très très heureux d'avoir permis à ces Canadiens de sauver la nourriture. Mais il y a encore un grand déficit de notoriété. Ça, je pense que c'est le plus gros challenge des grosses entreprises ou moyennes entreprises. C'est de créer une entrée aussi à travers cette jeune génération qu'on fait partie. C'est de faire connaître la marque à travers peut-être les réseaux sociaux. Donc, justement, le podcast, c'est un bon exemple parce que c'est un web sur les réseaux sociaux. Après, oui, les efforts journalistiques, la télévision, mais comment on consomme nos nouvelles à part certaines personnes? Personnellement, moi, c'est à travers les réseaux sociaux.
tantôt. Tout à fait. De prendre l'effort d'aller sur un site de nouvelles, c'est plus difficile. Puis là, beaucoup de gens, c'est leur réalité. Donc, tu sais, de s'adapter à cette nouvelle génération-là, puis réalité-là, on vient chercher une notoriété plus substantielle. C'est clairement un défi. C'est clairement un défi. Moi, dans mon métier de relations publiques, tu sais c'est quoi, mais tu sais exactement c'est exactement ça. On essaie de diversifier notre approche pour parler au plus possible de Canadiens et de Canadiennes. Ben oui. Et rendre notre mission aussi la plus concrète, la plus intelligible possible. Donc ça passe aussi par une identité de marque qui est toujours aussi un peu renouvelée, polissée, qui vraiment expliquer aussi quelle valeur on apporte, être très pédagogue. Donc il y a beaucoup de manières d'apporter notre mission sous différents angles, à différentes communautés. Et donc c'est vraiment avoir cette approche très segmentée, très personnalisée. Ça prend du temps à construire. Clairement. Est-ce que c'est un projet de développer le marché américain, d'aller vers... Les États-Unis ont été lancés, donc ça existe aux États-Unis depuis 2020, donc même avant le Canada. Ah, ouais, ok, ça... Et c'est le Canada qui a suivi quelques mois après. Excellent, donc France, US... Donc il y a 15 pays européens, le Canada et les États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et le Japon. Wow, excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a des grandes différenciations à travers les applications, l'utilisation, les connexions avec les commerçants à travers les différents pays, ou c'est sensiblement le même modèle? C'est sensiblement le même modèle. Okay. Je te dirais qu'il y a plus des différences régionales. Ouais. Je t'en parlais tantôt des boulangeries qui sont particulièrement présentes au Québec. Oui. On a peut-être un peu moins dans d'autres régions du Canada. C'est vrai? Quand je suis allé, petite parenthèse, quand je suis allé à Winnipeg, j'ai fait une série de podcasts là-bas. Des petits restos anodins, plus artistiques, ou tu sais, des commerçants, c'est plus des grosses brands, là, des grosses marques, c'est très... En l'occurrence, il y a une boulangerie francophone à Winnipeg qui participe. À Winnipeg, qui s'appelle A Taste of France. Qui est géré par Emmanuel Battaglia, d'ailleurs je lui passe le bonjour, et qui fait partie de commerce engagé. Winnipeg, c'est le fun parce qu'il y a une historique à travers ça, mais une belle communauté francophone, en tout cas à découvrir. Mais oui, c'est un ressenti que j'ai vu évidemment quand je suis revenu plus à Montréal, qu'il y a plus ce côté-là, peut-être artistique, plaisant, d'offrir des produits plus, moins commercialisés at large, which is nice. Tout à fait. Ça m'amène, excuse-moi, Nico, ça m'amène à la fin de notre entrevue avec nos dernières questions, que je n'étais pas parce que d'habitude, on fait une rencontre préparatoire, mais là, vu le temps qu'on avait, c'est 2 questions que je pose à chacun de mes invités. Okay. Donc, ça m'amène à ces questions-là. Rendu avec toute l'expérience que tu as acquis à travers Too Good To Go, professionnel, personnel, comment tu définirais ta propre définition du succès? Wow, c'est une vaste question. C'est pour ça que je prends le temps de la questionner, parce que c'est quand même un bon sujet. Souvent, les gens vont l'aborder niveau personnel, niveau professionnel, ils vont mixer ça. Tu peux le faire comme tu veux, mais comment tu définirais ton propre succès à toi? Je pense, on parlait tantôt de fierté. Oui. Je pense qu'il y a vraiment un élément de fierté dans le succès. Il y a quelque chose presque de l'orgueil dans le succès. Donc c'est vraiment être capable de regarder dans le rétroviseur et avoir cette sensation d'accomplissement, de fierté. Et ça va pour le personnel comme pour le professionnel. On est perfectible en tant qu'être humain. Clairement, il y a des périodes pas plus compliquées, professionnellement, personnellement, des périodes d'échec. Mais d'avoir plus ou moins une vision globale et de se dire je suis fier de ce que j'ai fait. De ce que j'ai accompli. Ce que j'ai réussi à contribuer, ma pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que cette quête de sens, c'est vraiment très, très, très fondamental pour moi. D'avoir du sens et un parcours sur lequel on peut regarder avec fierté. Oui. Puis j'imagine aussi, il y avait une quête de bâtir une famille, puis d'avoir des enfants qui sont fiers aussi du parent. De voir ces enfants qui te regardent et disent « Hey, papa a fait ça. » Papa fait ça. C'est tellement marrant, Anthony, on dirait que tu lis dans mes pensées. Parce que c'est quelque chose que je me suis posé la question ces quelques derniers jours. Okay. D'imaginer ma fille quand elle aura 15 ans, 14 ans. Je me souviens à l'école, quand on devait mettre la profession des parents. Et de me dire, mais j'espère que quand ma fille marquera la profession de son père, elle sera fière de lui. On parle souvent de la fierté personnelle, la fierté que les parents vont avoir de leur enfant. Je pense que c'est intéressant aussi de l'amener dans l'autre sens et de se dire, de se questionner en tant que parent et de se dire, je pense que le meilleur indicateur de succès, je pense qu'on revient là-dessus sur la fierté, mais c'est peut-être pas la fierté personnelle, c'est la fierté que
que les enfants auront de leurs parents. Et tellement, puis tu sais, on se projette dans le futur, tu sais, dans le sens, si toi, personnellement, tu veux bâtir une famille, tu te dis, ben quel genre de maman, quel genre de papa que je veux être, quel genre de modèle que je veux donner à mes enfants. C'est important de se questionner, tu sais, de suivre parce qu'évidemment, tes enfants vont regarder ce que tu fais, vont être tentés peut-être de suivre ce modèle-là, puis de dire, wow, OK, tu sais, puis de l'améliorer peut-être, mais ça, c'est une fierté qui est inestimable. Qu'est-ce que tu veux laisser à travers cette vie-là? Ben, c'est cet impact-là, tu sais, à travers ta famille, mais aussi plus à large socialement. Ah, mais totalement. Et je pense que vraiment, on met souvent beaucoup de pression à la nouvelle génération. Ouais. Ils vont régler les problèmes qu'on a causés. Je pense qu'il faut pas attendre qu'ils règlent les problèmes, faut les régler nous-mêmes. Ouais. On est acteur de changement, on peut l'être, et on ne doit pas déléguer toujours ça à d'autres et aux plus jeunes. Si on réussit à être des modèles au quotidien, et en tout cas essayer de l'être, parce qu'on ne sera jamais des modèles, on sera toujours perfectible, on est des êtres humains, peut-être que ça va aussi inspirer cette nouvelle génération à emboîter le pas. Puis, pour faire un lien tantôt avec l'environnement, dans le podcast que j'ai fait avec Grégory Pratt, super, très bel épisode, que tu connais, merci beaucoup, là, avec son podcast Ça va mieux qu'on pense. Il m'a dit, tu sais, lui, ça fait des années qu'il est dans cette thématique-là d'environnement, puis il m'a dit, tu sais, on a toujours eu ce speech-là négatif du doomsday clock, de dire reste tant de temps avant que la planète meure, genre, tu sais. Fait que là, toi, comment la personne qui écoute ce message-là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est paniquant, c'est stressant. Anxiogène. Fait qu'il y a l'anxiété environnementale qui est très présente chez les jeunes. Mais après, tu fais l'effort pendant quelques temps, mais tu n'es pas inspiré. Tu le fais par obligation de. Donc, c'est pas long. Court terme, ça peut fonctionner, cette barre-là. C'est pas long terme, c'est pas long. Il n'y a pas de longévité. Fait que ça tu sais, fait de changer un peu. Oui, c'est critique. Oui, c'est important. Mais d'amener du plaisir là-dedans, d'amener de la motivation, de dire, regarde, c'est pour les générations futures et la nôtre, pour nous, finalement, pour croire, puis que ça soit ludique, que ça soit motivant, inspirant pour les autres, et non, tu pointes du doigt, tu fais pas ça, fait que tu comprends pas, tu fais pas ta part des choses. Ça marche pas de même pour inspirer les autres. Je pense qu'on a la preuve que ça n'a pas marché. Voilà, clairement. Sinon, on serait rendu autre part depuis tant d'années. Je sais pas, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut changer de logiciel. J'ai souvent changer de logiciel. C'est logiciel de pensée. Évidemment, pas non plus vivre dans un monde totalement édulcoré et vraiment détaché de la réalité, parce que la réalité, elle est là, et l'urgence climatique, elle est là. Donc je pense qu'il faut quand même être face à ce problème-là, et voilà, en être conscient. Mais montrer tout le positif. Je donne une recommandation, je me permets, Anthony, sur l'enjeu du gaspillage et de la gestion des ordures. La série documentaire Espèces d'ordures de Frédéric Chouanière, qui est sur Télé5. Je vous encourage à la regarder. Frédéric Chouanière est un documentariste brillant, montréalais, et qui a fait le tour de plein de villes à travers le monde pour voir toutes les initiatives citoyennes qui ont été faites dans la gestion des déchets. Il est allé à Paris, à Honolulu, à Las Vegas, à Copenhague. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est de voir ces initiatives citoyennes qui existent et qui inspirent tant de citoyens à agir, à faire leur part. Donc, en tant qu'être humain, il y a du bon en nous, il y a de la bonté, il y a de la volonté de changement. Essayons de mettre l'accent là-dessus et en espérant que ça puisse convaincre d'autres à agir. Ouais, tu sais, j'adore ça. Aller voir justement cette série-là, c'est incroyable, mais on bâche souvent la génération, justement, encore une fois Z, puis millennial, plus Z, là, mais la paresse. Les gens, ils s'impliquent plus, ils font plus d'efforts, mais c'est parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui manquent de sens. On manque de pourquoi on travaille, où c'est bien beau l'argent. Là. Parce que le monde est tellement brutal, tellement violent. Là, on voit, je veux dire, on n'a pas besoin de chercher très loin, on sait ce qui se passe politiquement. Partout dans le monde. Donc, c'est triste. Donc, on cherche notre impact, puis Too Good To Go peut répondre à cette quête de sens-là pour beaucoup de gens. Je pense. Beaucoup de gens. En tout cas, c'est notre si c'est pas tout le monde. Ambition. Dernière question pour toi, Nico. OK. Je vais l'ajouter pour la rendre un petit peu plus jeune, parce que notre audience, c'est du 20-35 ans-ish. Si tu avais la chance de parler à un Nico de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais en ce moment? Waouh. À 20 ans. Quel conseil à 20 ans, je commençais une école de commerce en France. J'étais au tout début au début de ma carrière. Je pense que je lui dirais explore. Et pas peur de te frotter à différents univers, malgré tes croyances, ce que tu penses être bon pour toi professionnellement. Découvre.
Je pense qu'on est souvent dans une société qui a tendance à étiqueter, à dire t'as une passion pour ce secteur-là, c'est ta passion. Donc du coup, Nicolas, Nicolas est dans le carré de sable, c'est son identité. Et dans le carré média, c'est son identité. Et je pense que j'aurais bénéficié de quelqu'un qui me dise non, explore. Déconstruit ces silos-là. Et il y a aussi tout ce syndrome de l'imposteur et toute ce manque de confiance à entreprendre. Tellement. Alors que tous au fond de nous, s'il y a quelque chose qui nous allume, quelque chose qui nous intéresse, on passe du temps dessus, on investit du temps, on investit des connexions, des relations. On peut faire tout. Notre pouvoir, notre cerveau, sans limite, là. L'être humain est sans limite. 100%. Et donc je pense que c'est vraiment ça que je lui dirais. C'est explore, utilise ton cerveau et découvre. On se limite tellement à notre routine classique, tu sais, de métro boulot dodo. La vie est tellement plus compliquée et plus plaisante que ça. Du moment que tu mets ton temps ou l'énergie dans un projet qui t'anime, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou à ton propre compte, you do you. Mais ça répond encore une fois au besoin de s'identifier puis de se développer comme humain. C'est nécessaire, 100%. Fait que pour vrai, faut que tu t'assoies puis tu te poses la question, est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je fais? Si c'est non, on change. Mais ça fait peur parce que c'est le syndrome d'imposteur. Je suis comme, mais je suis qui pour changer? Il y a une prise de risque, il y a tout qui rentre en compte. D'inconfortable. 100%. Mais des fois, les meilleures décisions, c'est de sortir de ce lit-là confortable. Encore une fois, j'aimerais ça être... c'est tellement subjectif comme conseil parce qu'il y a tellement de variables qui ne sont pas calculées. C'est du gut feeling rendu là quand tu prends une décision. Il n'y a pas de chiffre. Mais on dirait que la vie est bien faite souvent, puis ça t'amène les bonnes personnes, t'amène les bonnes étoiles, puis les opportunités. Fait que je pense que c'est un message assez inspirant à travers le podcast qu'on a. Et si je peux me permettre de finir là-dessus, tu parles d'explorer et de découvrir, c'est justement aller à la rencontre. C'était le thème que j'évoquais tantôt, de ne pas avoir peur de solliciter quelqu'un. Non. Comme tu disais, au pire des cas, on n'aura pas de réponse, ou on aura quelqu'un qui nous dira j'ai pas le temps. Ouais. Le meilleur exercice que si quelqu'un t'inspire, contacte-le. Et pour te donner un exemple vraiment qui est aujourd'hui, Grégory Pratt, que tu as reçu, quelqu'un qui m'inspire, un vulgarisateur hors pair sur les enjeux importants de l'environnement. Je vais boire un café avec lui à 14h et je suis vraiment très très heureux de le rencontrer. J'hésitais, est-ce que je vais le contacter, est-ce que je vais pas le contacter ? Et il était partant pour boire un café. Donc, quelqu'un qui vous inspire, faut le solliciter. Et ça peut vraiment amener des conversations et parce que des fois, tu te dis, un parcours de vie inspirant. Oui, puis tu rencontres une personne, tu te dis, OK, j'imagine que cette discussion-là va nous amener à telle chose. Mais peut-être que ça va t'amener, il va peut-être te mettre en contact avec une autre personne qui va t'amener ailleurs, si on parle du contexte qu'une personne se lance en affaires. Ces connexions-là sont incroyables. Juste de prendre le temps, puis la vente, c'est ça, c'est la base de la vente aussi, de ne pas être gêné, d'approcher les gens, de dire, regarde, je sais que j'ai un produit, j'ai un service qui a de la valeur. Puis après, de prendre, de s'attacher ses souliers, puis d'y aller. Puis, mais, encore une fois, les premiers pas, c'est effrayant, comme la première fois que tu as fait une présentation orale, comme n'importe quoi. Mais c'est la beauté de la chose. Comme une première date, mais après... première date, mais après... Ça y va, tu sais. C'est ça. Puis, mais oui, je pense que la vente, c'est la base de toute manière. Tu sais, être capable de communiquer puis jaser aux gens facilement, c'est fou que tu développes ça. On jase, comme tu dis. On jase business. On jase business, guys. Nico, ça a été plus qu'un plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui. T'as-tu aimé ton expérience? J'ai adoré, Anthony. OK, cool. C'est juste une pratique, on va refaire... Non, mais c'est ça, on recommence. Non, ce que je propose à mes invités, c'est de faire une relance dans un an. Donc, on se checkera là, quand tu vas revenir ou je peux revenir à Toronto, là, peu importe. Avec grand plaisir, je t'accueille avec plaisir. T'es le bienvenu pour faire un Part 2 podcast ici, savoir, bon, évidemment, la nouveauté à travers Too Good To Go. Et toi aussi, personnellement, qu'est-ce que tu as pu faire peut-être au niveau familial ou intérêt personnel? J'ai hâte de répondre à ton invitation. Merci, mon cher. Merci à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.